Bonjour à tous. Hello tout le monde. Salut Gauthier. Hello. Je te dis bonjour comme si on s'était pas vu, mais en fait ça fait 15 minutes Évidemment, qu'on oui. est là en train de discuter, mais c'est pour meubler. Parfait, on voit qu'on a déjà pas mal de monde. On fait comme d'habitude, on attend toujours 1 ou 2 minutes et on meuble pour l'instant, le temps que tout le monde se connecte. Hop, c'est en train de grimper en flèche. Je vais regarder dans mon oreillette que tout Ouais, c'est tout bon. fonctionne. C'est bon, le son, l'image est OK. N'hésitez pas à nous dire en utilisant l'onglet questions. C'est le premier hack du webinaire. On ne peut pas forcément chatter avec vous, mais vous pouvez poser des questions et nous dire si bonjour ou si le son est OK. Hop, c'est en train de grossir. Alors, on va commencer. On va commencer directement. Le temps de toute façon d'arriver au sommaire, etc. Ça laissera encore 1 ou 2 minutes. Aujourd'hui, on va parler SEO et stratégie SEO principalement et vous expliquer voilà pourquoi c'est mon avis, mais je pense qu'il doit être le partage, le sujet 2023. D'un point de vue acquisition, c'est ce qu'on voit le plus. Bonjour Quentin. Et pourquoi il faut, si vous en faites pas, on va dire assez ou vous jugez que vous en faites pas assez, pourquoi prendre une partie de votre budget paid pour développer dès maintenant votre SEO, puisque c'est vraiment un levier qui est héroïste et qui l'est de plus en plus compte tenu des tendances de l'acquisition qu'on va voir un petit peu après. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Gauthier, si tu veux faire une petite présentation. Hello tout le monde. Donc Gauthier Desané, team leader SEO chez JWeb. Je suis arrivé maintenant il y a bientôt 4 ans déjà. Le temps passe très très vite. Et ben voilà, on a des clients sur tout type de prestations, principalement en accompagnement, mais aussi en ce qu'on appelle en one shot, donc des audits un peu plus complets, analyse sémantique, analyse de log, mais aussi de la formation à travers des écoles ou des GAN. Voilà. Merci à toi. Tu m'as spoilé sur la suite, mais c'est très Aïe, bien, ça pardon. me va. Bon, rappel classique pour ceux qui sont des habitués de nos webinars. Sur la gauche, un peu les clients avec lesquels on travaille. JWeb, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, ça fait 18 ans qu'on fait du référencement. On a 90 experts. Et nos métiers, c'est l'acquisition payante. Oui, le webinaire recommence, Juliette, on est en train de meubler, puis après on va attaquer dans le vif du sujet. Bonjour. La partie acquisition, qui n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, que ce soit côté Google ou réseaux sociaux, et bien sûr le SEO où Gauthier a déjà détaillé un petit peu ce qu'on fait. Nous, on va vraiment interagir sur l'ensemble des leviers, on va dire SEO, que ce soit on-site et off-site. Off-site, le netlinking notamment, puisqu'on a racheté une société spécialisée qui s'appelle OSA l'année dernière. Donc, on est capable de faire un petit peu toutes les briques, que ce soit en fil rouge, en one-shot, dans la technique, dans le contenu, etc. Et c'est ce qu'on va en fait aborder aujourd'hui. Du coup, le sommaire. On avait encore plein d'autres choses, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai dit à Gauthier qu'en 1 heure, on va Ouais, pas y fallait arriver. s'arrêter. On a mis des bonus, du coup. C'est revenir un petit peu en termes d'intro. Pourquoi c'est vraiment stratégique, ça l'a toujours été, mais encore plus, on va dire, cette année, de se développer sur le SEO, quitte à prendre justement une partie du budget paid, parce qu'avec on va dire peu de budget, on peut faire des choses très sympas en SEO qui vont vraiment apporter beaucoup et qui vont pas de vous propulser et de faire face aussi aux problématiques qu'on a un petit peu en ce moment. Et après, Gauthier va vous détailler un petit peu comment on met en place une bonne stratégie SEO, soit parce que c'est quelque chose que vous souhaitez développer, soit parce que vous le faites aujourd'hui. Vous verrez, on a pas mal de bonnes pratiques, de petits hacks qui pourront vous être utiles. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui, pour rappel, onglet questions, le but c'est que ça soit interactif, donc posez vos questions au fur et à mesure. Moi j'ai pour rôle de dire à Gauthier de se poser et je lui poserai un petit peu toutes les questions techniques que vous pouvez avoir. Le but c'est que ça soit interactif. À la fin du webinaire, vous aurez une petite enquête de satisfaction pour nous noter et vous recevrez tous aussi l'accès en fait au replay et au PDF.
Donc, comme d'habitude, vous aurez tout pour tout revoir si jamais on parle trop technique ou trop vite. En termes d'introduction, on revient justement en fait du one-to-one à Monaco, pour ceux qui connaissent, un gros salon. Et on s'est rendu compte qu'avec tous les rendez-vous qu'on a eu, on est vraiment dans ce sujet. Aujourd'hui, l'acquisition payante, c'est de plus en plus compliqué. Il y a du black box et il y a surtout des CPC qui augmentent. Et donc, beaucoup se disent, il faut que je réinvestisse ou que j'investisse sous cours dans le SEO parce que je l'ai un petit peu délaissé. On a eu cette période Covid où on a eu chez nous et globalement beaucoup de migration, beaucoup de refonte de sites. Et là, on a cette impression qu'on est en train de basculer maintenant, une fois que le site est OK au bout du jour, plus vers une stratégie en fait SEO. Donc, on est un petit peu en plein dedans. Pourquoi? Parce que sur la plupart des secteurs, que l'on soit sur l'e-commerce du lead, pour ceux qui ont des comptes Google Ads actifs, ce qu'on voit, c'est deux choses. Une hausse des coûts par clic de manière globale et donc forcément des CPA, des ROI qui se dégradent avec les années. Donc là, l'analyse s'est faite en fait sur Q4, Q1 2023 par rapport à l'année passée. On a fait ça un petit peu sur nos clients par secteur pour avoir des données un peu fiables et internes. Donc on voit à part deux secteurs comme auto la banque où nous on constate une baisse, le reste est quand même en progression à la fois sur les coûts par clic et donc logiquement aussi sur l'intensité concurrentielle, le nombre d'annonces qui se positionnent. Donc plus compliqué aujourd'hui de faire du payant. Et l'autre point aussi, en tant qu'ancien account manager SIA, Gauthier l'a bien souligné quand on a présenté aussi, quand on a bossé dessus, c'est que on a l'impression que quand on fait de l'acquisition et de l'achat payant, c'est presque obligatoire puisqu'on trace les premières positions en fait du SERP. Et si on n'est pas présent, le reste, ça vaut pas grand-chose. Et le SEO, en termes de position, sera jamais devant l'acquisition et que c'est vraiment obligatoire. Et c'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'investissement dessus. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. Et là, on a voulu l'imager. Il y a plein d'études qui existent. Encore une fois, on a essayé d'aller chercher nos données à nous pour vous montrer sur des keywords comme pharmacie en ligne, voilà, accessoires camping, ce que vous voyez. Le CTR qu'on obtient avec des annonces payantes et celui qu'on obtient avec des annonces qui sont SEO, qui sont gratuites. Il y a forcément une CTR qui est plus élevée quand on fait du paid, puisqu'on est sur les premières positions et ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mais les écarts ne sont pas forcément si énormes que ça, sachant que là, on est sur des positions, vous voyez, entre 2,5, 7, 6, donc on peut toujours faire mieux, aller chercher les premières places. Donc c'était pour montrer que la part du trafic SEO, elle est quand même très importante. Et l'idée d'avoir un double affichage, ça permet vraiment d'avoir un gain en termes de trafic qui est assez important. Donc ce côté un peu fausse idée, le SEO fait pas de trafic, si j'exagère un petit peu, c'est totalement faux. Et une fois que c'est lancé, forcément, en plus, c'est plutôt intéressant. Et enfin, le SEO, il a pas mal d'avantages parce qu'on va capitaliser sur le long terme. On évite d'avoir une dépendance en fait au levier d'acquisition payante avec les variabilités qu'on connaît. Un nouveau concurrent qui arrive, des CPC qui augmentent, un marché qui est compliqué comme c'est le cas en ce moment. Et tout de suite, ça peut mettre à mal un petit peu les perfs qu'on a et par rapport au budget qu'on a. Des coûts par clic qui peuvent être à 2-3 fois moins cher quand on est sur une vitesse de croisière, qu'on est bien positionné, puisqu'en fait, on va capitaliser beaucoup d'investissement au début pour se positionner, moins après pour garder en fait la position. Et là où on paye à chaque clic sur du SEO, c'est pas le cas, on capitalise après les premières années. C'est un moyen de se forcer à créer du contenu aussi, puisqu'il faut se positionner, donc on va le voir après la partie contenu, et ça va participer à rassurer ou à augmenter vos taux de conversion, puisqu'on a du contenu qui est plus quali, qui est plus développé. Être visible dans le SERP, quelque part, c'est aussi faire un peu du branding, puisque ça permet de gagner en fait en visibilité, même si on ne génère pas du trafic. Et le SEO, on voulait aborder toute la partie synergie entre les deux leviers, mais ça, c'est du bonus qu'on a mis pour plus tard. Ça permet aussi d'optimiser vos investissements SEA, ne serait-ce qu'en création de contenu, ce genre de choses. Voilà un petit peu pourquoi, c'est un peu la tendance. Je pense que c'est sûrement des choses que vous partagez. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est comment on fait aujourd'hui pour mettre en place une bonne stratégie SEO, aller chercher du résultat. Il y a 5 phases qui sont importantes. Et Gauthier va tout détailler. Maîtriser le crawl et l'indexation, tout ce qui est recherche de mots-clés avant de démarrer. Bien sûr, le nerf de la guerre, la création de contenu. Comment on fait pour obtenir du backlink et comme le paid, on analyse les résultats pour voir si on est performant ou pas. Je te laisse prendre la main.
Ouais, donc comme disait Sylvain, en fait, l'idée c'est de se dire, ok, aujourd'hui on a un budget pour le paid en search. Qu'est-ce qu'on fait en search sur la partie naturelle? Et nous, on va être là pour vous expliquer donc les 5 étapes primordiales pour créer votre première stratégie ou alors vous faire accompagner. La première étape qui est un prérequis, ça va être du technique, ça va être maîtriser le crawl et l'indexation. Il y a plusieurs bonnes pratiques. On vous a aussi défini quelques hacks ensuite. En fait, vous verrez, on a défini pour chaque partie, on a fait les bonnes pratiques et les hacks JVweb. Donc, la première étape, donc, c'est optimiser votre budget crawl. Donc, c'est faire en sorte que Google passe uniquement sur des pages qui ont un potentiel SEO et qui répondent en 200 et qui répondent pas en 300 ou en 400. Là, vous voyez, je vous ai mis un screenshot d'un site, un e-commerce, donc il y a à peu près 10% de son crawl qui répond en 404. Ce qui fait qu'en fait, quand Google passe à chaque fois sur ces pages-là, le crawl s'arrête et est obligé de recommencer sur d'autres pages. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut absolument optimiser ce budget crawl pour faire en sorte que Google passe uniquement sur des pages en 200. Autre possibilité pour optimiser ce budget crawl, c'est optimiser la vitesse de chargement. Si Google passe trop de temps à charger vos pages, il va pas passer sur toutes vos pages et il va avoir encore plus de difficultés. Et évidemment, maîtriser la diffusion de vos liens automatiques. Donc, c'est tout ce qui va être votre menu. On sait que beaucoup d'entre vous sont friands des méga menus parce que d'un point de vue utilisateur, c'est hyper important qu'ils se retrouvent et puissent aller facilement sur des catégories, des sous-catégories. Mais il faut aussi permettre à Google d'éviter de passer sur tous ces liens tout le temps. On va vous montrer après comment faire. Footer et aussi les zones de filtre, toutes les facettes qui sont aussi générateurs de nombreux liens sur de nombreuses pages que vous avez. Ensuite, la seconde bonne pratique, c'est donc éviter à Google de lire et passer sur un trop grand nombre de liens. Donc, c'est ce que je disais, maîtriser la diffusion de vos liens automatiques sur menu, footer et zone de filtre. Et surtout, l'étape ici, c'est de construire un maillage interne qui est efficace. Donc, vous avez des zones de filtre sur l'ensemble de vos pages catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories, l'ensemble de vos PLP. L'idée, c'est de se dire, quelles sont ces facettes qui aujourd'hui méritent d'être ouvertes, donc visibles par Google, parce que derrière, il y a de la requête. Est-ce que chaussures noires, marron, beige, il va y avoir des requêtes, il va y avoir de la recherche utilisateur, donc est-ce que ça mérite d'être ouvert? Derrière, par exemple, tout ce qui est peut-être prix ou occasion, pas forcément, parce qu'il n'y a pas de recherche derrière. Et en fonction de ce que vous trouvez, on se dit, il faut construire un maillage interne efficace. Donc, ça passe par des blocs de maillage interne. On vous a mis un exemple en dessous pour aller chercher donc de la longue traîne et donc maîtriser cette zone de filtre. Ensuite, en termes de bonnes pratiques, donc ça c'était pour la partie crawl, il y a la partie indexation. Une fois que votre site a été crawlé correctement par Google, il va potentiellement l'indexer. Il va l'indexer selon certaines conditions. Si votre contenu est qualitatif. Si en termes de balisage, vous êtes OK, est-ce qu'il n'y a pas de canonical, est-ce qu'il n'y a pas de no-index sur vos pages qui empêchent cette indexation? Et donc, pour optimiser cette indexation au global, vous devez, le prérequis, c'est maîtriser le crawl, c'est ce qu'on a dit juste avant, diffuser du contenu quali, avoir une version mobile SEO friendly, parce qu'aujourd'hui, on sait que les bots principaux qui passent sur votre site sont les bots dédiés au mobile. Donc, si vous avez une version de votre site qui n'est pas mobile friendly, automatiquement, votre indexation va être vraiment difficile. Évidemment, il faut utiliser un balisage qui est unique pour faire comprendre à Google que cette page est unique et ne va pas être en duplicate avec d'autres pages. Donc, avoir des titles propres et des H1 propres, c'est hyper utile. Et utiliser correctement des balises méta-robots index, non index. Par défaut, si vous n'en mettez pas, votre page vous allez envoyer un signal à Google comme quoi vous allez vouloir l'indexer. Mais c'est une best practice quand même de les avoir. Par contre, si vous ne voulez pas indexer, il faut mettre une balise non index. Donc, maîtrise du crawl, maîtrise de l'indexation, c'est la clé. Et dans la prochaine slide, l'autre bonne pratique. Non, on va passer directement au hack. En fait, l'idée, c'est optimiser votre budget crawl. Et en fait, si vous n'êtes pas à l'aise forcément avec tous les outils de crawler comme Screaming Frog, OnCrawl et d'autres outils, il y en a plein. Ici, on vous a montré un petit hack qui est possible à travers un G-Sheet. En fait, il vous suffit de lister l'ensemble des URL de votre site. Vous pouvez, pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec un crawler, vous pouvez utiliser les autres sources. Ça va être GA, la GST pour récupérer l'ensemble de vos URL.
Il vous suffit de configurer un script et de faire afficher directement les codes réponses. Et ainsi, vous allez pouvoir identifier les pages qui répondent en 300 ou en 400. Vous n'avez pas besoin d'outils dédiés, juste un G-Sheet suffit, c'est hyper simple en fait. Mais la mise en En... place est rapide, hein. Oui, hyper. Euh, Enfin, pour la partie, ce que je vous disais tout à l'heure sur la maîtrise du crawl et la maîtrise des liens, là, je vous ai mis un exemple de méga menu type la Fnac. Donc là, c'est une catégorie, donc TV, vidéo, home cinéma, qui comporte elle-même plein de sous-catégories. Et donc, évidemment, si on permet à Google de voir l'ensemble de ces catégories sous-catégories, il va pas s'en sortir, parce qu'en fait, sur chaque page, il va devoir retrouver ses liens. Donc, ce que vous devez faire, c'est ce qu'on appelle offusquer votre méga menu via de l'Ajax et du JavaScript, et ensuite développer des blocs de maillage interne automatique sur vos pages en silo. On va vous expliquer comment après, mais pour éviter donc que Google puisse observer ces liens, mais qu'ils soient encore visibles pour les utilisateurs, et par contre qu'il ait quand même accès à ces liens à travers du maillage interne. Et l'idée, c'est soit vous l'offusquez, ça veut dire qu'on permet, on le cache pour Google et pas pour l'user, comme je vous disais, soit on réduit le nombre de liens. Mais souvent, on est confronté à des équipes marketing qui nous disent que c'est vraiment très important que ce méga menu existe, on le comprend, et c'est pour ça qu'on essaye de trouver qu'on a trouvé cette solution. Ensuite, laissez Google accéder facilement à l'ensemble de vos produits ou articles. Ça passe par une bonne pagination. Pendant très longtemps, il y a eu énormément de débats sur la pagination en SEO. Est-ce qu'il faut les canonicaliser? Est-ce qu'il faut les indexer? Est-ce qu'il faut laisser le contenu sur ces pages? Est-ce que c'est pas du duplicate? Aujourd'hui, nous, on estime que rendre une pagination visible pour Google, c'est hyper important parce que c'est des pages sur lesquelles vous n'allez pas capitaliser de trafic. Votre page 2, 3, 4, 5, 6, vous n'allez pas capitaliser de trafic. Par contre, c'est des pages sur lesquelles vous allez laisser apparaître des liens vers d'autres fiches produits. Et ça, c'est hyper important pour Google. C'est-à-dire il va pouvoir en fait passer sur l'ensemble de ces pages paginées, recenser l'ensemble de ces fiches produits et pouvoir naviguer correctement sur votre site et prendre connaissance de tout ça. Donc, la finalité, c'est que votre pagination, elle doit être crawlable et indexable. Ça veut dire qu'il faut des self-canonical. Le seul point de vigilance qu'il faut faire pour éviter le contenu duplicate, c'est éviter de reprendre le contenu souvent sur votre première page de votre PLP. Notre recommandation, c'est de mettre un contenu en lien avec la requête cible. Et il ne faut pas reprendre ce contenu en fait sur les pages paginées. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas capitaliser de trafic là-dessus. On ne souhaite pas forcément qu'elle soit oui, il ne va pas avoir de trafic dessus. On souhaite juste que Google puisse accéder aux fiches produits qu'il y a dessus. Donc, on souhaite qu'elle soit crawlable, indexable, mais qu'elle ne vienne pas pénaliser aussi la première page qui, elle, va se positionner sur une requête à fort volume. Ensuite, je vous ai mis un cas qui est hyper intéressant, c'est le cas de Okara. Vous pouvez retrouver un case study qui est sur YouTube où vous avez une personne du marketing chez Okara qui explique en fait que toute sa strat SEO, au départ, vu qu'ils n'avaient pas énormément de budget, ils l'ont fait sur du contenu de fiches produits. Les fiches produits, quand on a un e-commerce, c'est les pages qui sont potentiellement susceptibles de faire le plus de contenu dupliqué. On est sur un même template de page, on est potentiellement sur des informations de produits qui sont extrêmement proches. On peut faire remonter parfois des avis clients, ce qui fait qu'il y a une potentielle de chance de créer du duplicate content qui est hyper élevé sur vos fiches produits. Et vu que c'est les pages qui sont la typologie de page qui est le plus élevée sur un site e-commerce, il y a plus de fiches produits que de catégories, c'est logique. Eh ben, c'est évidemment l'endroit enfin, la typologie de page sur lequel il faut le plus accentuer cette partie contenu. Malheureusement, c'est un travail qui peut parfois être rébarbatif, parce que rédiger du contenu sur des fiches produits qui sont assez proches, ça peut être un exercice très compliqué, mais il existe des solutions. Aujourd'hui, vous avez des produits qui sont techniquement, qui ont plein de variables. Quand vous construisez des flux pour shopping, vous avez des PIM qui sont potentiellement, il y a plein d'éléments. Ces éléments-là, vous devez les récupérer et les intégrer dans vos fiches produits pour que Google comprenne que tous vos produits sont uniques et que c'est du contenu qui est pertinent.
Bon, le cas d'Okara, c'est que eux ont vraiment mis en place une réelle stratégie de contenu où ils mettent entre 500 et 700 mots sur chaque fiche produit. Et ça permet évidemment une meilleure indexation de vos fiches produits et derrière de générer du trafic incrémental sur de la très 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 longue traîne, chose que on ne peut pas forcément voir à travers des reports, mais c'est des choses qui peuvent vraiment vous apporter des performances. Donc le double enjeu sur les fiches produits, c'est une forte indexation, parce que vous allez avoir du contenu qui est unique. Si vous avez respecté les best practices qu'on a évoquées avant sur le crawl, vous n'aurez pas de souci pour faire indexer vos fiches produits. Et surtout, générer du trafic incrémental à travers la création de ce contenu. Voilà pour ça. Donc ça, c'est tout pour la partie technique. On a la partie sémantique. Ensuite, je vois quelques questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc ouais, n'hésitez pas, hein. C'était la partie technique aussi. Donc s'il y a d'autres questions, allez-y. J'ai Blandine qui nous demande, est-ce que tu pourrais développer ta reco sur l'utilisation des canonicals? Sur les paginations, c'était ça? Pardon? Sur la partie canonical, tu as parlé des canonical à un Je moment, je crois que pense. je crois que c'était sur la pagination. En fait, l'idée les paginations, en fait, on m'a fait remonter que je disais tout le temps, l'idée c'est de faire, donc je vais essayer de arrêter de dire ça. Les canonicals sur les paginations, en fait, il faut mettre des self-canonicals. Ça veut dire que la canonical de votre page 2, l'URL canonique doit être la page 2. Alors qu'avant, il y a eu beaucoup de débats en SEO sur dire les canonical, les pages paginées doivent être canonicalisées vers la page 1. Sauf que si vous canonicalisez vers la page 1, Google va arrêter de crawler ces pages. Donc, automatiquement, il va arrêter de crawler les fiches produits qu'il y a derrière. Ou en tout cas, il va avoir plus de mal puisqu'il va devoir les retrouver dans le sitemap ou alors dans les autres fiches produits. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Blandine nous dira si c'est clair ou pas. Sinon, je te repose la question. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quentin qui demande est-ce qu'on est d'accord que mobile friendly, c'est pas forcément mobile first. Ben, non, oui, c'est différent. En fait, oui, dans les termes, c'est différent, mais dans l'idée, c'est quand même que mobile friendly, en fait, c'est plus pour le user, mobile first, c'est plus pour Google, en fait. Mais les deux doivent correspondre. Les versions doivent correspondre, en fait. Donc ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Elodie qui nous demande aussi est-ce qu'on peut partager à l'écrit les outils qu'on a cités précédemment. Ça, peut-être on Oui, pourra se faire une compile au fur et à mesure et les oui, donner. on pourra. Oui, oui. J'en rajouterai de toute façon après sur la présentation aussi qui sera envoyée, ça sera plus simple. J'ai Sylvain qui nous demande à partir de combien de niveaux granularité on estime qu'on bascule en méga menu. En bref, quand doit-on offusquer ou non? Comment tu prends la décision que ton menu est. Moi, je dirais trois niveaux. Si potentiellement c'est intéressant de faire le niveau, de laisser le niveau 1, laisser le niveau 2 à partir du troisième niveau, je pense que ça reste compliqué, ça commence à être compliqué pour Google. Après, tout dépend du nombre de pages qu'on a. Il n'y a pas de règles prédéfinies, mais premier niveau, deuxième niveau d'expérience, ça me paraît bien. Troisième niveau, ça peut mener à une discussion. Comment tu juges en fait éventuellement si ça serait au niveau 2 ou 3? Après, ça dépend de chaque site et chaque puissance de site, en fait. Google va apporter plus d'importance et plus de ressources à des sites qui sont puissants que à des petits sites qu'il connaît pas trop. Mais d'un point de vue même de silo et de maillage interne, à partir de 3, ça paraît un peu compliqué. Après, il y a d'autres techniques. Vous pouvez faire des menus juste en silo, en fait. On peut, par exemple, quand vous êtes sur un silo spécifique, vous pouvez offusquer tous les autres silos, donc niveau 1, 2, 3, 4 des autres silos, et laisser afficher uniquement le silo sur lequel vous êtes dédié. C'est aussi possible. Ok, alors ça enchaîne. Sylvain dit que c'était parfaitement clair, donc ça c'est très bien. Ouais, François merci. qui demande est-ce qu'on peut prévoir un gain SEO sur la mise en place enfin je le fais en français, mais un scroll Ouais. infini à la place de la Les pagination? paginations? Oui, ça Ouais. faut le scroll infini, ça peut marcher. Il y a des best practices à mettre en place, mais pardon, un gain entre ça Ouais, et une est-ce que pagination entre ça et classique, la non, pagination, il y a une non, différence majeure non, en termes de non, résultats? non, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. L'idée, enfin, le truc derrière, c'est que faut que Google soit capable de voir les produits qu'il y a derrière des pages paginées. Voilà. Que ce Ok, soit du l'infini scroll ou autre, c'est la même chose.
J'en prends encore deux en continu, sinon après on va Et déborder. Est-ce 24. qu'on est un peu sur du contenu derrière? Dans le cas où les balises titres des fiches produits sont très proches, Ouais. puisque c'est des produits en fait similaires, donc forcément c'est assez proche. Est-ce que c'est pas contre-productif? Si, c'est hyper contre-productif, mais construisez vos balises title. Faut voir le problème autrement. Construisez vos balises title autrement. Référence, nom du produit, référence, attribut, en fonction des variables qui sont attribuées à chaque produit. Mais généralement, c'est nom du produit. Si le nom du produit, si vous avez des noms de produits similaires entre produits, rajoutez la référence ou rajoutez une variable, rajoutez la marque. C'est pas grave si vous dépassez le nombre de caractères sur des fiches produits, c'est pas ça Ok, et je fais la dernière, puisque ça enchaîne après sur du contenu, on va y arriver. Est-ce que la longueur des articles SEO, ça rend un peu, c'est anti-user-friendly en fait, puisque c'est trop massif. Donc, Bon, est-ce qu'il faut continuer à faire des articles? Non. Est-ce que l'algo de Google l'a changé sur ça ou il va vraiment regarder, alors attends, on dit toujours La c'est pas que la quantité? quantité, hein, mais pas Bah, ça, forcément quoi. en fait, ça dépend ce que vous racontez. Si on raconte n'importe quoi en grande quantité, Google va être en mesure de le capter et il va pas forcément nous faire ranker sur une requête avec un contenu avec énormément de mots. Ce qui compte, c'est la qualité qu'il y a derrière. Vous pouvez faire un contenu plus petit, mais plus quali. Il y a des Par contre, minimums de mots en fait à avoir, mais nous, ce que nous, tu dis nous- c'est qu'avec 800 mots, on peut être plus impactant qu'avec 2000. oui, après, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une tendance à la quantité qui est quand même encore présente sur les SERPs. Si on est un acteur avec un profil de lien qui est un peu moins puissant qu'un acteur à forte notoriété avec un profil de lien très compétitif, on aura tendance à recommander à plus écrire, faire plus d'efforts sur le contenu qu'un acteur hyper puissant en fait. Donc cette notion de quantité, elle est tout de même importante, mais l'idée c'est de se dire, ok, je suis moins légitime qu'un acteur sur une requête ou sur une thématique, ben, parce que je suis moins puissant et je suis moins connu et Google me connaît moins. Bah alors, il faut que je démontre ma légitimité à travers plus de contenu, à travers plus de contenu sur ma page, mais à travers plus de contenu sur cette thématique, sur les autres pages de mon site. Mais on va en parler dans la partie contenu. Parfait, on continue pour qu'on arrive à timer. Une fois qu'on est OK sur la partie technique, il faut le voir aussi de corriger tous les points bloquants. Forcément, si les pages ne sont pas indexées, on peut développer tout le contenu qu'on veut, il ne va pas se passer grand-chose. Enfin, c'est une des raisons. Ouais, c'est le Une fois qu'on prérequis. est OK sur la partie, voilà, les prérequis, on va dire techniques, après, il y en a toujours au fil de l'eau, mais il y a souvent une phase au démarrage où on vérifie qu'on est OK sur les essentiels, on va dire. Ensuite passe la phase de recherche de mots-clés, qui par expérience, puisque je vois beaucoup de prospects, je fais pas mal de rendez-vous, et souvent une phase qui est un petit peu oubliée. L'idée, c'est quoi? C'est de faire une analyse sémantique en fait de votre univers, de votre marché, pour savoir comment vous allez vous positionner. Puisqu'il y a parfois une différence, même assez souvent, entre ce que vous avez en tête, les produits que vous proposez, la façon dont les gens vont vous chercher, et la réalité en fait du marché. Et l'idée, c'est d'aller regarder un petit peu tout ça pour analyser en fait les requêtes autour de vos thématiques, hein, les produits et services que vous proposez, de voir un petit peu comment les concurrents se positionnent. Donc, on utilise, il y a beaucoup d'outils, SEMrush, Ahrefs pour les principaux. On peut aller aussi faire les suggestions dans Google qui donnent une idée des top recherches, etc. Il y a pas mal de choses possibles, mais SEMrush, je pense, un des outils les plus utilisés en fait aujourd'hui. Et l'idée, c'est de lister un petit peu toutes les requêtes qu'il existe en fait sur votre marché pour pouvoir en fait après définir une stratégie derrière de contenu que vous allez créer, de backlink que vous allez créer, un peu comme un plan d'action, en regardant la volumétrie qui est associée pour se positionner là où il y a il y a de la volumétrie qui est intéressante, le niveau d'intensité concurrentielle que vous allez avoir en face, et donc la difficulté à se positionner, de voir un petit peu en termes de mots-clés, quels sont les mots-clés génériques, les mots-clés plus longue traîne, parce qu'en termes de taux de conversion derrière, on n'est pas sur les mêmes niveaux, et de pouvoir séparer aussi ce qui est plutôt de la requête transactionnelle, où on va renvoyer vers des catégories, des pages produits, etc., versus de la recherche d'informations, où là, on utilise plutôt du blog, du FAQ, c'est pas tout à fait les mêmes formats. Donc, il y a ce travail qui est assez important en fait à faire pour savoir sur quoi on veut se positionner en fait dans un premier temps.
Ce qui est utile aussi quand on fait beaucoup d'acquisitions, alors beaucoup, ça ne va pas forcément dire des gros budgets, hein, et quand ça fait un moment qu'on est actif, c'est de pouvoir s'en servir. Le Keyword Planner de Google est très utile pour voir un peu les volumétries de recherche. C'est selon moi le deuxième outil aussi le plus fiable avec des outils comme SEMrush par exemple qui donne les volumétries. Voire vous pouvez vous baser sur les propres données que vous avez obtenues via les rapports dans Google Ads sur les termes de recherche par exemple. Et c'est assez peu utilisé, mais vous pouvez aussi, c'est le screenshot qu'on a ici, linker en fait votre Google Search Console à Google Ads et sur les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez et les résultats, donc les termes de recherche, Google va être capable en fait de vous dire aujourd'hui est-ce que vous avez un double affichage ou pas et quelles sont aujourd'hui les performances entre la partie payante et la partie naturelle. Donc ça, c'est un super moyen aussi de vous dire, non seulement je vais me positionner sur des mots-clés, des requêtes où je connais les volumétries, je connais les niveaux de performance aussi, puisque forcément avec Google Ads, on a tous ces retours-là. Et j'ai aussi très facilement en face l'état actuel de mon trafic et ma position SEO pour pouvoir me dire aujourd'hui je n'existe pas, aujourd'hui je suis positionné en deuxième page, et donc se dire quelle est ma stratégie, je fais du pur SEO, je fais un double affichage, etc. C'est des données qui sont assez précieuses à utiliser. Et là, après, encore une fois, on regarde le taux de conversion, on regarde le panier moyen, on regarde la volumétrie. Voilà, c'est des stratégies en fait à mener. Voilà pour ça. On a mis un petit peu de chat GPT, mais on ne fait pas un gros focus dessus, même si on l'utilise beaucoup. Mais il y a tellement de contenu et de webinaires sur le sujet qu'on n'a pas fait un truc assez complet. Mais là, Gauthier a mis un exemple justement où on peut directement demander via un prompt de vous aider à sortir. Là, ici, l'exemple, c'est une cinquantaine de requêtes qui sont les plus cherchées en France et de les distinguer entre eux, c'est plutôt du transactionnel ou c'est plutôt de l'informationnel parce que c'est bien de les séparer puisque les stratégies derrière sont pas du tout les mêmes en termes de création de contenu. En fait, ouais, Vas-y, tu veux préciser. le, derrière, le point, c'est d'être légitime. L'objectif, c'est d'être légitime sur une thématique ou sur des requêtes sur le même sujet. À travers un sujet, vous allez quasiment tout le temps avoir des requêtes qui vont être transactionnelles. Donc derrière, les internautes, l'intention, c'est d'acheter ou alors d'être quand même assez loin dans le funnel. Et on a des requêtes plus haut de funnel qu'on dit informationnelles, où les gens sont à une étape en fait où ils se renseignent sur le produit ou alors sur l'utilisation, l'entretien ou peu importe, en tout cas sur le produit. Et vous allez, dans votre stratégie, ce que vous devez prendre en compte, c'est de vous positionner sur l'ensemble de ces requêtes pour devenir légitime. Vous positionnez que sur du transactionnel. Si vous êtes hyper puissant, ça va être facile, ça va suffire. Et encore aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des acteurs, des grands noms du e-commerce qui commencent à développer de l'informationnel de plus en plus, enfin, depuis un moment déjà. Et l'informationnel, vous n'allez pas avoir le choix. Parce que pour Google, vous allez être légitime à partir du moment où vous allez être en mesure de pouvoir répondre à l'ensemble des attentes des utilisateurs qui cherchent cette thématique en fait. Et à travers un prompt assez facile, si vous n'avez pas forcément d'outils dédiés, c'est hyper simple avec ChatGPT de exporter une liste de requêtes. Alors la volumétrie, il la trouve avec le Keyword Planner, je crois, et d'autres outils, je me rappelle plus. Vous pouvez lui demander aussi, juste après. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. Je continue. Et après, Bastien, si tu veux enchaîner sur celui-là, puisque c'est un des hacks que tu En fait, proposais. une autre solution qui est pas trop connue, c'est en fait votre Google Search Console, c'est une mine d'or. Si vous l'avez plugué sur votre site depuis longtemps, vous avez un historique de 16 mois, donc c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même intéressant. Euh, Avec la Google Search Console, vous avez la possibilité évidemment de regarder les keywords sur lesquels, les requêtes exactes en fait, sur lesquelles soit vous apparaissez, soit vous obtenez du clic et sur lesquels vous avez des positions intéressantes. Principalement, ce qui va remonter généralement, c'est les requêtes à fort volume, vos marques, vous allez pouvoir faire toute cette différenciation. Et si vous voulez isoler et trouver des requêtes sur lesquelles vous avez envie de vous positionner, mais vous n'avez pas forcément d'idée d'outils, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des formules regex. Je vous ai mis un exemple juste en bas et on vous enverra potentiellement un lien. Enfin, il y a plein de documentation en ligne là-dessus, où en fait, il vous suffit d'ouvrir votre Search Console, d'aller dans la partie performance, de
faire un fil sur votre requête, indiquer cette formule-là, et ensuite ça vous sort automatiquement toutes les requêtes qui contiennent donc qui, quel, qui, quoi, où, pourquoi, quand, combien, comment, et donc soi-disant, entre guillemets, l'ensemble des requêtes informationnelles. C'est intéressant aussi de croiser avec votre recherche de mots-clés si vous avez des outils dédiés. Aujourd'hui, vous avez une vision qui est les outils, qui peut parfois être différent de la Google Search Console, surtout au niveau de la volumétrie et des impressions. C'est assez proche, mais parfois sur certaines SERPs, certains keywords, il peut y avoir des disparités importantes. Donc, utiliser la Search Console, c'est une mine d'or pour toute votre data SEO, et c'est quand même assez proche de la réalité. Je continue sur la partie création de contenu. J'ai quelques questions, mais on va continuer. On verra après si je les enchaîne, ce qui est déjà, il est déjà 35 et qu'il nous reste encore quelques slides. Forcément, troisième phase, nerf de la guerre, créer du contenu. Toujours, Je te laisse enchaîner. Ouais, en fait, Google EAT est toujours hyper présent, hyper important sur les SERP. L'objectif, c'est toujours d'être légitime sur une thématique grâce au contenu. Et le contenu est l'arme numéro un pour être légitime sur une thématique. Donc, continuez d'exploiter les best practices de Google EAT, donc être expert sur un sujet, faire preuve d'autorité et développer la confiance. Et ensuite, créer du contenu sur l'ensemble des mots-clés que vous avez définis dans la partie précédente pour chaque thématique, que ce soit transactionnel ou informationnel. Dans vos contenus, la clé, c'est de répondre à 2 questions. Quelles sont les infos que recherchent vos utilisateurs ou vos cibles? Et quelles sont les infos que Google attend? Pour ça, pour savoir ce que Google attend, ce que vous pouvez faire, c'est une analyse de SERP dans le temps. Vous pouvez regarder les positions. Il y a des outils comme SEO Observer qui vous permet de regarder la SERP il y a 1 an et de regarder les résultats aujourd'hui et de faire une comparaison. Vous allez voir des évolutions de position et potentiellement, vous allez réussir à identifier des acteurs qui ont surperformé et dans ces acteurs, peut-être qu'ils ont répondu à des questions auxquelles vous, votre contenu ne répond pas. Et potentiellement, c'est des questions qu'attend Google pour que vous soyez légitime sur cette thématique. Voilà la première bonne pratique, et ça pour chaque contenu, que ce soit transactionnel ou informationnel. Ensuite, construire un brief SEO efficace pour vos rédacteurs, ça, c'est la clé. Donner une structure HN SEO friendly à vos contenus, ça aussi, et enrichissez sémantiquement vos contenus grâce à des outils 1.fr, Your Text Guru. Souvent, on entend des annonceurs en période de prospection qui nous disent que les briefs sont parfois, c'est compliqué pour certaines agences de faire des briefs, ou alors il y a des problèmes de qualité. C'est la clé pour que des rédacteurs puissent mettre en place des best practices SEO dans le contenu. Alors, nous, notre parti pris, c'est de dire, on est en mesure de savoir ce que Google attend sur une requête. Si vous avez envie d'intégrer d'autres éléments sur votre marque, votre positionnement, vos produits spécifiques qu'on n'aurait pas intégrés, libre à vous de rédiger plus que ce qu'on demande. Mais en tout cas, quand on fait rédiger du contenu, on demande à ce que nos briefs soient respectés en termes de HN, en termes de champ sémantique, et après le balisage, évidemment, mais ça c'est plus du côté annonceur et d'intégration. C'est plus simple. Donc, les éléments à bien respecter dans un brief, c'est le nombre de mots à rédiger. Donc, on revient sur cette notion de quantité qu'on arrive quand même à définir. Une title, une métadescription, un H1, une structure HN, un champ sémantique et le maillage interne, hyper important. Voilà pour cette bonne pratique. Juste, je précise parce qu'on nous l'a souligné que le screen n'est pas à jour sur le Google Hit. Il y a aussi l'expérience, puisque depuis décembre, c'est un critère qui a été rajouté, qu'on n'a pas, la slide n'était pas, enfin, l'image n'était pas OK. Donc il y a l'expertise et il y a aussi l'expérience. La nouvelle mise à jour, je crois qu'il date de décembre. Il va prendre en fait l'expérience d'un site du créateur de contenu en fait. Aussi comme critère important sur la qualité en fait du contenu. Donc si vous êtes un acteur historique en fait et que vous créez du contenu, je sais pas moi, dans l'immobilier ou autre, c'est quelque chose de supplémentaire qui prend en compte.
C'est my bad, le screen n'était pas à jour. Euh, ok, troisième partie. L'autre bonne pratique, c'est évidemment de hiérarchiser vos contenus en fonction de la priorité de chaque mot-clé cible. À droite, je vous ai mis un screenshot d'un exemple de cocon sémantique. Donc, vous avez le niveau de profondeur en fait de chaque contenu que vous allez créer avec tout en haut de la pyramide et tout là au centre de l'image, le mot-clé cible compétitif que vous voulez cibler. Ensuite, des mots-clés un peu plus longue traîne de niveau 2, qui va être les grandes thématiques autour d'un sujet. Et ensuite, des keywords encore plus longue traîne qui vont venir alimenter ces niveaux 2. Et l'idée, c'est évidemment de créer pour chaque thématique ce type de structure-là. Ce type de structure-là, ça peut être du guide, du blog, avec une catégorie, des sous-catégories, des articles, mais ça peut être aussi une structure de e-commerce. Vous pouvez avoir aussi votre catégorie, vos sous-catégories, vos sous-sous-catégories, à la fin vos fiches produits avec un maillage interne hyper efficace. Et donc, l'objectif, c'est de créer ou modifier votre structure actuelle de site, ou votre nouvelle structure de site si vous êtes en période de refonte, afin qu'elle soit évidemment cohérente avec votre recherche de mots-clés. Il faut qu'il y ait une bonne gestion de vos PLP, donc vos pages de listing produits, vos pages catégories, avec au niveau 1 des keywords transactionnels hyper génériques, compétitifs. Normalement, oui, c'est les plus compétitifs sur lesquels vous allez vous battre et driver le plus de trafic. Ensuite, des niveaux 2, 3, 4 de PLP avec des keywords transactionnels plus longue traîne, avec l'utilisation des facettes ou alors l'utilisation de pages satellites. Ça marche aussi. Et enfin, pour la partie informationnelle, la création d'un blog guide qui peut prendre exactement cette structure-là, avec un niveau, un keyword informationnel générique et des keywords informationnels un peu plus longue traîne en niveau 2, 3, 4, 5. Ensuite, il faut faire coordonner les deux pour qu'il y ait un maillage efficace entre les informations que vous donnez dans le contenu informationnel et du maillage interne vers votre partie transactionnelle, parce que c'est le nerf de la guerre. Sur la slide suivante, justement, la mise en place de ces règles de maillage interne pour chaque silo. Alors, c'est des choses qui sont un peu bêtes et méchantes, mais globalement, il faut faire évidemment des liens de niveau inférieur, enfin supérieur, inférieur, ce qu'on appelle page mère, page fille, et vice-versa, pour donner du poids aux pages mères. Exemple, je vous ai mis des exemples. Catégorie vers sous-catégorie, ou alors catégorie vers fiche produit. Les pages sœurs entre elles. J'ai encore fait cette reco ce matin pour un client qui, sur des pages catégories ou sous-catégories, ne faisait pas de lien vers ces pages. Donc, les autres pages catégories ou sous-catégories d'un même silo. Hyper important. Et aussi, un point qui est hyper important ici, sur les fiches produits entre elles. Aujourd'hui, vous avez des fiches produits donc, qui sont en fin de silo, généralement la dernière étape, avant évidemment la partie informationnelle. Vos fiches produits, vous devez absolument faire du maillage depuis vos fiches produits vers d'autres fiches produits. Ça va permettre à Google de trouver vos fiches produits plus facilement. Vous, en termes de business, ça va vous permettre de faire du cross-sell sur d'autres produits. Vous pouvez même, généralement, ici, typiquement, vous pouvez croiser vers d'autres silos. C'est pas forcément conseillé sur des pages de haut de funnel, mais sur du bas de funnel comme de la fiche produit, vous pouvez aller sur d'autres silos parce que d'un point de vue cross-sell, il y a aussi un énorme enjeu sur, OK, vous allez acheter ce type de produit. Alors, dans ce cas-là, il vous faut cet accessoire qui est dans un autre silo. Et d'un point de vue SEO, c'est OK. Sur les pages informationnelles, faire les pages transactionnelles pour donner du poids aux pages transactionnelles dans le contenu directement de vos articles. C'est ce que je vous expliquais par rapport à la slide précédente. Et en plus, donc privilégier un maillage puissant silo par silo, donc mis à part les fiches produits, je vous invite à rester assez strict là-dessus, sauf quand vous avez des silos qui sont sur des mêmes thématiques et que vous avez envie quand même de pousser et que c'est intéressant pour l'user et que Google comprenne que c'est intéressant pour l'user, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas trop en abuser. Utilisez des angles pertinentes pour apporter du contexte à Google. Le maillage automatique, quand on est sur des sites e-commerce avec des centaines ou des milliers de pages catégorie sous catégorie, malheureusement, on n'a pas le choix que de faire de l'automatique puisque manuel, c'est trop compliqué en webmastering. Par contre, on sait très bien que ce que préfère Google,
Et ce qui donne de plus de poids, enfin Google donne plus de poids à des liens qui sont contextualisés autour de contenus. Donc avec des encres hyper précises en intégrant le keyword que vous ciblez et autour d'un contenu pour que Google comprenne bien le sens du lien. On peut moins comprendre à travers un bloc de manage interne. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix sur des gros e-commerce ou alors sur des gros sites lead, sur des gros cocons. Entre vos pages catégories et sous-catégories, et bien évidemment entre vos fiches produits. Ça, c'était la nouvelle best practice. Ensuite, Je t'invite à accélérer un petit peu, parce qu'il nous reste encore il est deux parties. 45. Donc, comme l'a dit Sylvain avant, on ne veut pas faire un webinaire sur l'IA. Par contre, c'est quand même un point que vous pouvez exploiter pour enrichir vos contenus à travers de la FAQ, à travers des chiffres officiels. Vous pouvez même utiliser des prompts pour générer directement des FAQ et les faire afficher directement dans les SERP à travers des données structurées. Je vous ai mis un exemple ici. Mais c'est aussi hyper utile pour trouver des idées et des sujets connexes à votre thématique principale. Généralement, si vous développez ça en interne, vous êtes quand même expert dans votre domaine, généralement. Mais si vous avez quand même envie de checker ce que propose ChatGPT, ça peut être quand même intéressant. Autre hack sur la partie contenu, prioriser la création de vos contenus. Souvent, on a des annonceurs qui viennent vers nous et qui nous disent, en fait, on ne sait pas par quoi commencer. Donc, nous, dans notre stratégie, on a deux approches. Soit on fait niveau par niveau, donc on priorise le niveau 1 dans un premier temps si l'ensemble des niveaux 1 sont hyper prioritaires d'un point de vue keyword, soit on fait silo par silo, pareil s'il y a un niveau de priorité en termes de silos. Souvent, on a des silos qui sont plus prioritaires que d'autres. Pourquoi? Bah, parce que plus de marge, un panier moyen plus élevé, plus de bis derrière. Donc c'est souvent sur des silos qu'on va faire toute une optime d'un coup. Ensuite, on va switcher sur un autre silo, etc. Et enfin, prioriser la création de vos contenus, c'est évidemment de dédier une partie de votre site au contenu éditorial informationnel. C'est ce qu'on vous expliquait avant. Créer une partie guide, créer une partie blog qui va venir driver du trafic sur des keywords informationnels et venir aussi pousser vos pages transactionnelles. Donc ça, c'était l'autre hack sur la partie contenu. Et on passe donc à… Stratégie. Donc là, on a les briques, hein. La technique est OK, on a fait la sémantique, on a mis en place une stratégie de contenu. Maintenant, on vient booster tout ça avec une stratégie de backlink ou netlinking. Et là, ouais, j'avais un petit sondage que je voulais faire, savoir un petit peu aujourd'hui dans les participants. Hop, je peux le lancer. Où c'est que vous en êtes en fait en termes de netlinking. Donc, je vous laisse voter, ça va popper directement, savoir un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un budget dédié, qu'on voulait connaître un petit peu vos niveaux d'investissement sur une année en fait en moyenne. Je vous laisse un petit peu voter le temps de. Vous nous voyez plus, c'est normal. C'est un jeu du plugin. Hop, la plupart n'ont pas de budget dédié, à peu près 70%. T'as les résultats sous Euh, les yeux, mais on les voit pas. ouais, moi je les ai sous les yeux. 72%, j'ai pas de budget. 16%, j'ai moins de 10 000 euros par an de budget. Ah ouais. On a certains, quelques-uns qui ont des budgets importants qui dépassent les 50 000. Donc c'est intéressant, on va pouvoir les convaincre de pourquoi le netlinking est quelque chose hyper stratégique. Hop, je vais fermer pour qu'on puisse enchaîner. Je sais pas si je peux partager les Ah si, résultats. c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est Tu partagé les là. vois là? Ouais. Ça. Donc voilà, vous Ah avez ouais. une idée. Hop, et là, on revient sur la presse, je pense. Hop. Du coup, le netlinking, l'idée c'est quoi? C'est d'obtenir en fait des liens venant de d'autres sites, puisque c'est un peu comme de la recommandation de manière globale, hein, quand une société a beaucoup d'avis positifs ou quand on fait du B2B, quand on a un gros réseau, qu'on est recommandé, qu'on est fiable, ça apporte encore plus de business. Le netlinking est exactement la même manière de fonctionner, à la différence qu'on va payer pour avoir ces liens-là, même si c'est une pratique qui est sur le papier interdite par Google, tout soit de faire de manière naturelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toléré et qui fonctionne très très bien, qui permet
soit de gagner les positions qu'on n'arrive pas à aller chercher malgré qu'on ait travaillé l'ensemble des briques qu'on a vues, soit aussi un moyen d'accélérer plus vite, c'est-à-dire de gagner les positions de manière plus rapide, enfin dans le temps. Donc c'est quelque chose qui est presque indispensable aujourd'hui sur des secteurs très concurrencés si vous êtes face à des acteurs qui ont un contenu qui est très bon et qui font du netlinking. Pour passer devant, c'est pratiquement impossible. C'est le maillon en fait dernier maillon qu'il faut activer ou qu'on peut activer en fait en parallèle et qui fonctionne très bien. Le principe, c'est quoi? C'est d'aller avoir des liens en fait qui vont rediriger vers votre site. Donc de préférence sur des sites qui ont une forte autorité. Donc ça, on peut savoir un petit peu les classements et le ranking en fait des sites. Il y a un outil qui est Majestic qui permet de donner des informations là-dessus, puisque le but c'est d'aller chercher les sites les plus puissants qui vont vous amener de la puissance en fait. C'est assez simple comme principe. Bien sûr, idéalement avec une thématique qui est similaire. Ça a encore plus de puissance parce que ça paraît plus logique pour Google si vous êtes dans le même secteur, dans la même thématique. Le lien doit être au-dessus de la ligne de flottaison. Et le contenu en fait qui permet de mettre en avant le lien, pareil, doit avoir sur une thématique qui est assez proche pour que Google accorde encore plus de puissance. Comment on fait pour faire du lien? Il y a plusieurs façons. On peut l'internaliser, on peut l'externaliser. Le top aujourd'hui, c'est de travailler avec des agences spécialisées qui font que ça. C'est aussi pour ça que nous, on a racheté l'année dernière une agence spécialisée, puisqu'ils ont la capacité de trouver une volumétrie de liens qui est très importante, avec lesquels ils travaillent en direct, donc avec des tarifs qui sont plus intéressants. Tout ce qui est RP aussi fonctionne très bien, puisqu'on est face à des sites qui ont une autorité qui est très puissante, et donc du coup qui vous apporter pas mal de jus. On peut faire de l'échange de liens, et après ça demande pas forcément du budget, mais beaucoup de temps. Et c'est difficile, on va dire, de l'industrialiser. Et vous pouvez aussi travailler avec des plateformes dédiées. Alors, la plateforme va être intéressante si vous gérez en interne et que vous passez par les plateformes. Encore faut-il savoir monter une stratégie. Là où ça l'est un peu moins, c'est que des agences SEO passent par des plateformes, ce qui va vous faire des intermédiaires et donc des coûts liens qui vont être plus importants qu'une agence qui a le réseau en fait en direct, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Et après, ce qu'on déconseille, tout ce qui est annuaire, forum, les commentaires, aujourd'hui, ça a très peu de portée. Et après, il y a des techniques un petit peu plus border, en fait, sur des rachats de blogs, etc., où ça fonctionne, mais c'est assez touchy. Il faut savoir vraiment le faire c'est prendre beaucoup de risques parfois si on ne maîtrise pas le sujet. Oui, PBN, ça fonctionne toujours, hein, mais il faut, par contre, c'est aussi susceptible de catastrophes derrière si c'est mal configuré et si Google observe que vous avez pratiqué ce type de pratique. Aurore demande netlinking, backlink, c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une subtilité? Le C'est backlink, c'est ouais, le backlink, c'est le lien directement. Le netlinking, c'est plus la pratique, c'est plus ouais, dans le ouais, le milieu, netlinking, on c'est la emploie pratique. généralement les deux. Backlink est plus anglais, plus utilisé en anglophone, mais après on parle de stratégie de netlinking et génération de backlink, quoi. Donc après, en hack, en termes de stratégie, il y a une stratégie qui est quand même assez efficace, c'est en fait, vous avez plusieurs types de liens. Vous avez des liens qui vont être hyper puissants quand vous allez faire des campagnes de netlinking, qui vont coûter cher avec des métriques hyper puissantes. C'est des liens ce qu'on appelle de tiers 1. Et ensuite, ces liens de tiers 1, pour dans le temps, qui continuent à performer ou alors pour donner de la puissance une fois que vous les obtenez, vous pouvez en même temps acheter des liens de tiers 2 et tiers 3 qui viennent pousser ce lien de tiers 1. Donc ça fait une forme de pyramide et ça permet à ce tiers 1 d'obtenir encore plus de puissance que si vous n'aviez fait uniquement ce lien du tiers 1 vers votre site. Alors certains vont nous dire, mais donc ça veut dire je vais prendre un backlink, je vais le payer, mais en fait je vais faire un backlink vers un site, pas vers moi directement, donc en fait je vais payer pour un site. Ça peut être perçu comme ça, mais derrière, il faut comprendre que derrière la page du tiers 1, il y a votre site à vous et vous allez quand même en bénéficier. Cette stratégie, elle peut être compliquée à mettre, ça peut être assez compliqué seul,
Euh, mais par contre, c'est des choses qui peuvent extrêmement bien marcher quand vous voulez vraiment optimiser et si vous avez un budget intéressant à mettre sur du netlinking. Autre hack, pardon. Encore une fois, pareil que pour le contenu, vous allez privilégier vos niveaux ou alors silo par silo pour être légitime sur vos keywords. Souvent, on fait aussi silo par silo parce qu'en général, vos sous-catégories ont aussi un enjeu assez important. Donc, on se dit qu'on va travailler tel silo plus que tel niveau, mais ça peut arriver parfois qu'on ait que des niveaux 1 qui soient hyper importants. Donc, on va prioriser des campagnes uniquement sur des niveaux 1. Ce qui est hyper important pour vous, c'est d'analyser les SERP pour essayer de comprendre la compétitivité et savoir en gros vos concurrents, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes de netlinking. Est-ce qu'ils ont fait énormément de liens vers leur URL ou pas trop? Et dans ces cas-là, bah, potentiellement faire moins de backlinks vers vos URL concurrentes et peut-être plus alimenter votre contenu. Autre hack, l'international. L'international, en fait, ça va dépendre de deux priorités. Les backlinks, c'est hyper utile quand vous lancez un site, peu importe que vous dans n'importe quel pays. Mais si vous avez actuellement un site en France et que vous voulez développer votre site à l'international dans d'autres pays, ce qui est hyper intéressant, c'est de commencer à faire des backlinks directement sur votre autre pays, sur le site de votre autre pays. Pourquoi? Parce que ben, comment Google va trouver votre site dans l'autre pays? Ben, à travers ces liens-là, et donc va indexer plus rapidement votre site, et vous allez mieux performer ensuite. Et ça vous apporter aussi plus de légitimité sur un ancrage géographique, en fait. Évidemment, si vous avez des priorités business dans vos autres pays, le netlinking, c'est pas uniquement important qu'en France, mais c'est aussi un bon levier d'acquisition assez intéressant quand le contenu, la traduction, etc., ça peut parfois être compliqué. Le netlinking, c'est les pratiques, c'est les mêmes en France, c'est les mêmes à l'international, donc les process sont les mêmes. C'est beaucoup plus simple. Parfait. Dernière partie. Bon, on va essayer de se la faire en express. Et après, il y a encore des questions. Je vois Frédéric qui demande comment déterminer un budget netlinking. Et je propose, on fait la partie monitoring, comme ça on Ok. termine, qui est quand même la partie hyper importante aussi. Et s'il y a d'autres questions, on les fera sur la fin pour ceux qui restent un petit peu avec nous. Monitoring, bah, je te laisse enchaîner. Ouais. Il y a une part hyper importante aussi. Bah, évidemment, en fait, juste avant, on vous a présenté un peu comment mettre en place et par quoi commencer quand on veut mettre en place une stratégie SEO. Après, il faut évidemment analyser vos performances suite à vos actions. Donc, création d'un data studio que vous pouvez plugger directement avec votre GA, votre GSC. Vous pouvez créer un projet SEMrush et l'intégrer dedans. Il existe plein de choses, plein d'outils, que ce soit AT Internet, Matomo aussi. Nous, les KPI classiques qu'on tend à utiliser, c'est vos KPI business de chiffre d'affaires, transactions, remplissage de formes, taux de conversion. De visibilité, session utilisateur, clic impression. Clic impression, c'est plus sur la GSC, session utilisateur plus sur GA. Et des KPI de keyword avec des top mots-clés, vos top mots-clés par thématique et évidemment l'évolution de vos top mots-clés dans le top 3. Ça, vous pouvez avoir une vue macro sur l'ensemble des mots-clés sur lesquels vous positionnez ou alors une segmentation par thématique. Moi, je vous invite vraiment à faire du micro sur des mots-clés, thématique par thématique, pour vous dire, ben, sur telle thématique, on a pris un shoot ou alors telle thématique suite à nos actions, eh ben, on a énormément évolué en termes de keywords et ça se retranscrit derrière en termes de trafic. Donc ça, c'est pour la bonne pratique. Ensuite, en termes de hack, c'est ce que je vous disais juste avant. Le micro, c'est hyper important. Vous pouvez aujourd'hui exploiter Data Studio, qui est un outil génial pour obtenir votre visibilité marque hors marque en créant des filtres. Donc vous mettez des filtres sur des queries dans la Search Console qui dit ben, n'inclut pas votre nom de marque ou excluant votre nom de marque. Vous allez obtenir votre visibilité hors marque, parce que c'est globalement là-dessus qu'on s'attend à avoir des résultats en SEO. Hyper important aussi, c'est la répartition par type d'URL. Vous avez un site qui va être composé de fiches produits, pages catégories. Vos pages catégories sont peut-être dans des silos différents. Si vous arrivez à le voir dans vos URL, il est possible de créer des champs personnalisés et dire ben, toutes les URL qui contiennent ça, alors tu les mets dans cette catégorie.
Comme ça va vous permettre d'analyser les performances sur cette catégorie uniquement, de voir les clics, les impressions et CTR. Et je vous ai mis un exemple juste en bas. Quand vous avez des fortes disparités entre les typologies de pages, bah, c'est hyper important de faire ça parce que sinon, vous regardez que des chiffres en macro, mais il suffit qu'il y ait une ligne qui bouge et ça casse tout en fait et c'est impossible d'analyser. Parfois, vous êtes obligé d'analyser page par page, enfin typologie page par typologie page. Ça peut faire pareil pour les typologies de produits aussi. Ça marche très bien. Autre axe, c'est évidemment, et je trouve, nous, dans le discours des annonceurs et des prospects avec qui on travaille, que c'est moins présent que sur la partie paid, c'est évidemment la notion de ROI, chiffre d'affaires, transaction, donc toute cette partie business. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que le SEO, ça met du temps à avoir des résultats, etc. Il y a une part de vrai, mais tout dépend de où part votre site, où au départ, on peut avoir des évolutions sur des keywords et ensuite, quand on va avoir des optimes qui vont être faites depuis, quand vous allez avoir une base technique, un socle technique sain, on va se dire, OK, là, à partir de là, on va regarder vraiment en termes de chiffre d'affaires ou en termes de leads, quel est l'impact de ce levier-là. Et donc, il faut évidemment mesurer les performances de chacune de vos typologies de pages. C'est ce que je vous disais juste avant. Vous pouvez évidemment croiser avec des datas de visibilité, mais aussi après en termes de chiffre d'affaires et de business. Et ce qui est hyper important, c'est si vous avez une visibilité sur l'ensemble de vos leviers d'acquisition, c'est de comparer les ROI aux autres leviers. Généralement, vous allez vous rendre compte que le ROI du SEO est quand même plus intéressant que les autres. C'est nous ce qu'on retrouve avec nos annonceurs globalement. Voilà pour ça. Très important, c'est un retour qu'on a très souvent sur le côté le SEO, j'ai pas assez de KPIs business. Et, alors qu'en fait, on peut très bien les faire et les piloter. Parfait. On avait une dernière partie que j'avais déjà anticipée. Bonus, on n'a pas le temps. Il est midi 01. Vous avez faim. Sur la partie synergie, en fait, puisque là, on a vu pourquoi transférer son budget, parce que voilà, on voit que sur la partie paye, c'est de plus en plus compliqué. Le SEO, il y a encore pas mal de développement à aller chercher. On vous a présenté un petit peu la stratégie. On voulait faire un lien aussi entre les deux leviers, puisque les deux vont ensemble. On ne peut pas activer l'un sans l'autre. C'est vraiment à travailler en synergie. Et c'est là où ça devient intéressant, qu'il y a pas mal de bonnes pratiques de hack qu'on peut mettre en œuvre. J'avais mis par exemple les slides qu'on a chez nous sur les arbres de décision, en fait, de se dire est-ce qu'on se positionne ou pas en SIA, si on est déjà bien positionné en SEO, ou dans l'autre sens, j'ai les keywords qui sont stratégiques mais qui coûtent trop cher en termes d'acquisition. Est-ce que je fais du double affichage ou pas avec du SEO? Donc ça, c'est pas mal de métriques. Et puis après, bien sûr, il y a plein de bonnes pratiques sur lesquelles on peut itérer pour que ça fonctionne, quoi. Je vois qu'il y a encore des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a encore. Sinon, merci à tous pour ceux qui partent. J'en ai deux, trois, je vais regarder. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez faire une session one-one de 30 minutes pour discuter SEO en fait ensemble et rester au fait sur le site de JLab sur les prochains webinaires. On a des trucs sympas qui arrivent, pas encore validés à 100%, donc je ne peux pas encore communiquer dessus, mais il y a des trucs sympas qui arrivent encore. Donc on se donne rendez-vous bientôt. Merci à tous. Et du coup, en termes de questions, merci pour ceux qui ont apprécié la présentation. Merci de remplir la petite enquête en fait. Soyez très transparents, c'est pour nous améliorer sur les prochaines fois. On prend tous les retours. Culture du feedback hyper importante. Qu'est-ce que j'ai comme question? Oui, je voulais revenir sur celle de Frédéric qui dit en fait, comment tu fais pour déterminer un budget netlinking? Le budget? Ouais, je pense que comme 70% aujourd'hui n'ont pas de budget dédié, ça peut être intéressant pour ceux qui restent de savoir, OK, je pars à combien je mets pour commencer Ouais. et comment on détermine un bon budget, quoi. En fait, il faut partir de la base. Il faut partir de sur quel keyword tu veux t'améliorer. Quand tu vas définir cette première liste de keywords, ensuite, il faut que tu demandes de combien de backlinks j'ai besoin potentiellement pour aller chercher. Et c'est là où c'est compliqué. C'est que là, à ce moment-là, tu dois définir le nombre de backlinks et le type de backlink. Est-ce que j'ai besoin de grands sites médias presse ou est-ce que j'ai besoin de moins de puissance? En fonction de ça, en fonction du nombre et du type de lien, tu vas pouvoir définir un budget. Parce qu'en gros, tu as des liens entre 50 et 1200, enfin après tu as des liens à 4000 € aussi. Mais en fonction du nombre de
lien que tu as besoin et de la typologie de lien que tu vas avoir besoin, là, tu vas pouvoir définir un budget. C'est un exercice compliqué, je l'avoue. Ouais, après, pour préciser aussi, quand on n'en a jamais fait pour démarrer, ce que nous, on recommande aussi, ou les briefs qu'on peut faire avec les clients, c'est de commencer aussi petit, de partir sur un univers assez réduit, Oui, 1 ou 2 pages, 3 pages à positionner qui traduit en fait un keyword. oui, On essaye aussi de sélectionner ce qui peut avoir un impact assez rapide pour qu'on ait des résultats business et pour étoffer oui. la stratégie, puisqu'après, il faut aussi montrer au N+1 à sa direction que l'investissement, il rapporte, hein, puisqu'on dit souvent le SEO, ça prend du temps. Thinking a la chance d'être un petit peu plus rapide. Donc, on peut aussi démarrer, je dirais, comme ça, de cette manière-là, pour faire un test sur 6 mois avec l'achat de liens, voir les résultats, et puis après monter en puissance petit à petit, quoi. Ça ne demande pas Ouais. forcément de mettre tout de suite sur la première année 20 000 € sur la table, en fait. Vous pouvez. Et on peut déjà faire un premier test, en fait, sur quelque chose forcément de plus réduit, un univers de keywords qui est assez restreint, mais au moins on monte du résultat assez vite, gagnant des positions si on est déjà pas trop mal et que les prérequis techniques et contenus sont OK. Et Ouais, c'est un c'est moyen ça. de monter petit à petit, quoi. Ça va dépendre beaucoup de ça aussi, de aujourd'hui, où ton site se positionne et quel est l'état de ton site. Est-ce que tu as du contenu qui est enrichi? Est-ce que tu veux te positionner sur des éléments sur lesquels tu es déjà hyper légitime? Ou alors pas du tout? Est-ce que tu as tout approuvé, tu vois? Ton budget va aussi énormément dépendre de ça. Et je vois une dernière question et merci à tous ceux qui nous remercient pour le webinaire. Et on terminera sur celle-là, je pense. On parlait de ROI SEO, savoir en fait ce qu'on inclut dedans. Alors, c'est pas forcément le plus Hmm. facile Ouais, c'est le compliqué. ROI SEO. Il n'y a pas de règles particulières. Dans notre cas, en fait, ce qu'on fait, c'est que, puisqu'en fait, on dit que le SEO c'est gratuit, mais c'est faux. Parce que soit on travaille avec une agence comme nous et il y a forcément des honoraires après de gestion, mais même si vous faites en interne, ben, vous avez quelqu'un qui gère le SEO qui est Oui, oui. payé, vous avez un développeur interne ou externe aussi qu'il faut financer, vous avez un rédacteur encore une fois interne ou externe qu'il faut financer. Donc c'est ces coûts-là qu'on peut essayer d'agréger. Les coûts d'agence sont très faciles à déterminer. Sur la partie dev, sur la partie rédaction, c'est un peu plus compliqué, mais on peut faire des moyennes en fait aussi pour avoir une estimation de ROI si on veut aller jusque là, quoi. Maintenant, suivre le chiffre d'affaires et la performance des keywords, c'est déjà une première étape qui, à Oui, mon oui. avis, n'est pas assez faite de manière globale sur le marché parce que c'est les retours qu'on entend très souvent. On suit les positions, mais après, on ne va pas forcément plus loin à essayer de montrer que l'investissement il est rentable en fait. Et encore une autre question, le prix moyen d'un backlink de qualité. Si tu arrives à me donner une moyenne, je te dis chapeau. Donc, donne peut-être des Ça fourchettes, des veut, exemples, ça peut donner une idée parce que c'est vrai que c'est très dur à dire. ça veut rien, ça veut pas dire grand-chose, mais une fourchette de, je dirais entre 150 et 250 euros, on peut avoir un lien de qualité. Après, voilà, ça va dépendre, vous passez par une plateforme, il y a des intermédiaires ou pas, parce que ça fait vite Non, mais gonfler les après, prix, il y a plein de ça règles, hein. dépend des opportunités, ça dépend des opportunités, hein. Nous, dans les catalogues, ils s'enrichissent et des fois, on tombe sur des pépites qui coûtent pas trop cher. Ou alors, à l'inverse, des gens qui pensent avoir des métriques sur leur site hyper compétitives, hyper puissantes, alors que pas du tout quand on regarde les concurrents. Mais qualitatif pour ton site, ça va pas être qualitatif pour un autre site. Parce que ça dépend de la niche, ça dépend de la qualité de la rédaction, ça dépend de plein de choses. En termes de Voilà. Après, métriques, oui, bon, 150, des 250 euros. backlinks de qualité à moins de 100 euros, ça n'existe C'est pas. Enfin, rare. ça existe, mais il faut Non, mais avoir un en vrai fait, process, etc., quoi. non, mais en fait, on peut en faire des backlinks à moins de 100 euros. On en fait, mais en fait, ça se recoupe dans une stratégie globale qui est de dire, ben, on fait de la qualité et on fait aussi un peu de quantité. Voilà. Il y en a aussi, hein, ça marche. Enfin, c'est l'idée. Ben, on va en terminer là-dessus. Ben, merci à tous. Merci Euh, beaucoup. on se revoit bientôt pour un prochain webinar et ben, un bon appétit, une bonne journée à vous. Bonne journée tout le monde. Attends, parce que je sais plus comment on coupe. Ah. On va faire comme ça. Ah voilà. Bonne journée.